Le voilà, assis là, avec cet air supérieur typique de ceux qui ont le portefeuille plein et la conscience vide. Voici Klaus de Balthessar, duc de l'Empire, qui toise en ce moment même un gamin aux cheveux verts tremblant comme s'il passait un examen sans avoir ouvert un bouquin. Soudain, le duc se lève et le plaque contre le mur dans un mouvement digne d'un mélodrame de série télé. Il se rapproche tellement qu'ils partagent presque le même souffle et commence à le renifler avec une insistance plus que suspecte. Il lui reproche de porter un parfum interdit, laissant ce pauvre Antonio plus livide qu'un fantôme. Puis, il sort la réplique classique du méchant qui en sait trop son grand talent, c'est de débusquer ce qui est caché. C'est là que le cœur de Roselia rate un battement. Infiltrée, elle est persuadée d'être démasquée. Elle est sûre qu'il a deviné que sous cet uniforme de majordome ne se cache pas un garçon, mais une femme. Apparemment, on ne la fait pas assez noble, ni avec une perruque, ni avec un costume, et Roselia sent que le destin de l'histoire originale est un train lancé à toute allure qui va l'écraser, peu importe ses efforts pour changer de voie. Pour comprendre comment elle a fini dans ce pétrin, il faut remonter 3 mois en arrière. Le père de Roselia était tombé malade, et la fortune familiale s'était envolée en un clin d'œil. Tout ça par la faute de son frère adoptif, un parasite qui a dilapidé jusqu'aux économies du chien en alcool et en jeux d'argent. Le type a même eu le culot de la brusquer pour lui réclamer encore de l'argent, mais Roselia n'avait plus aucune patience pour ses bêtises. Elle a dégainé une dague avec un regard qui hurlait « Encore un pas et je te sers de compost ». À la vue de l'acier, ce lâche s'est mis à couiner, confirmant qu'il était grand temps de mettre ce déchet à la retraite. Sans hésiter une seconde, Roselia s'est coupé les cheveux sur le champ. Elle a jeté la mèche au duc, comme l'ultime chose de valeur qui lui restait pour qu'il dégage enfin. Klaus, pétrifié, l'a dévisagée avec un mépris total avant de la traiter de folle et de s'en aller. Elle n'en avait cure, elle savait pertinemment que dehors, les créanciers attendaient son frère de pied ferme pour lui expliquer le concept des intérêts à coups de côte brisés. Le vrai Antonio étant hors jeu, la voie était libre pour son coup de maître. Cela fait 3 ans qu'elle vit dans ce monde et elle refuse de suivre le scénario où elle finit morte par amour pour son patron. Alors, elle se bande la poitrine, enfile le pantalon et décide qu'elle sera le nouvel Antonio de la famille. Les vêtements flottent un peu, mais elle a du cran à revendre pour la suite. Son plan est simple, éponger la dette et éviter à tout prix de devenir la servante personnelle de son excellence. Mais comme le destin est taquin, Klaus débarque plus tôt que prévu. Il contemple le manoir en ruine avec dégoût, se demandant comment un noble a pu finir dans un tel dépotoir. Il vient bien décidé à piétiner l'héritier pour récupérer son dû, mais en ouvrant les portes, il tombe sur un os. Roselia l'accueille avec une élégance folle et un sourire imperturbable, se présentant comme le fils aîné des Essing. Le duc ne peut masquer sa surprise, il n'a aucune idée que cet Antonio-là ne baisse les yeux devant personne. Roselia se présente devant le duc avec l'élégance de celle qui ne doit rien à personne, même si à l'intérieur, elle tremble comme une feuille. Lui ne décroche pas un mot, il se contente de la scanner d'un regard si perçant qu'on jurerait qu'il connaît déjà la liste de ses péchés. Klaus monte direct sur ses grands chevaux avec le fameux « Tu sais à qui tu parles », comme si le duc Balthazar était une rockstar mondiale dans un monde sans réseaux sociaux. Sauf que Klaus n'est pas là pour taper la discute, il est venu récupérer les 5000 bérans que le père de Roselia a laissés en ardoise. Pour vous donner une idée, avec une telle somme, on s'achète 3 manoirs de luxe et il reste encore de quoi refaire toute la déco. En réalisant que même en vendant sa maison, elle ne couvrira pas la moitié de la dette, Roselia n'a d'autre choix que de ravaler sa fierté et de quémander 1 an de délai. Klaus la dévisage comme s'il venait d'entendre une blague de mauvais goût. Il sait pertinemment que le paternel était un ivrogne fini qui ne valait pas un clou. Mais elle possède le script de leur vie à tous, elle connaît l'histoire par cœur et sait exactement où se cachent les mines de cristaux et les épaves de navires. Son premier objectif est le marché de l'art, pour rafler les chefs-d'œuvre sous le nez de la princesse avant que celle-ci ne devienne milliardaire. Le plan tient la route, à un détail près pour investir, il faut du cash, et elle n'a même pas de quoi se payer le ticket de retour. Il conclut en soulignant l'évidence, car c'est dur de jouer les magnats de la finance quand on n'a pas le premier sou pour miser sur une œuvre. Les poches plus vides que sa dignité, Roselia ne trouve rien de mieux que de demander un prêt au type même qui s'apprête à l'expulser. Elle lui réclame 20 bérans avec un culot monstre qui mériterait presque une médaille. L'homme la regarde comme si elle était bonne pour l'asile, mais la gamine ne se démonte pas. Elle jure qu'elle va multiplier ses pièces en un temps record, avec la foi inébranlable d'un vendeur de formation qui vous promet la richesse alors qu'il fraude le bus. Il finit par accepter, même si on sent bien qu'il le fait plus par curiosité malsaine de la voir se planter qu'autre chose. Roselia exulte comme si elle venait de gagner la finale, mais son sourire se fige avant même qu'elle ait pu réaliser ce qui lui arrive. Soudain, 2 armoires à glace à la mine patibulaire surgissent et la soulèvent de terre comme si elle n'était qu'une vulgaire poupée de chiffon.
Klaus n'est pas né de la dernière pluie, il sait que s'il file du fric à quelqu'un qui n'a plus rien, la seule chose qu'il verra, c'est la poussière derrière ses talons. La petite se débat pendant que le noble lui signifie sa sentence d'un simple geste du pouce, puisqu'elle va perdre son toit suite à la saisie du manoir. Klaus lui sort le plan le plus généreux du marché, il lui avance l'argent, mais à condition qu'elle travaille sous sa surveillance personnelle. En clair, elle devra vivre et trimer comme domestique chez lui jusqu'à ce que la dette soit totalement épongée. Roselia s'était déguisée en homme pour échapper à sa condition, et la voilà qui finit dans la gueule du loup, trimballée comme un fardeau vers le destin qu'elle fuyait. Elle a changé d'identité pour finir au point de départ, avec en prime le patron le plus dangereux de l'Empire qui lui souffle dans le cou. La pauvre n'a vraiment pas de bol. Le manoir du duc Balthazar est un véritable palais, mais pour Antonio, c'est surtout une cellule de luxe avec des draps en soie. Alors que le majordome l'escorte jusqu'à ses quartiers, le gamin n'en croit pas ses yeux. Ce n'est pas une chambre de domestique, c'est une suite qui brille plus que son propre avenir. Mais évidemment, avec le duc, rien n'est gratuit. Puisqu'ils sont désormais partenaires, son Excellence a jugé bon de l'installer dans la chambre attenante à son bureau, à peine 5 secondes de trajet. Le coup de maître pour le fliquer 24h/24, Antonio ne pourra pas lâcher un soupir sans que le patron ne soit au courant. En plein milieu de la visite, une fille aux cheveux de lune lui tombe dessus, comme s'il était une peluche géante. Le pauvre reste pétrifié pendant qu'elle lui fait un câlin d'une familiarité déconcertante. Voici Closet, la sœur du duc, une gamine qui n'a manifestement jamais entendu parler de bulle personnelle. Elle le dévisage de haut en bas avec l'insistance de quelqu'un qui choisit son dessert et décrète que le petit a le profil idéal pour devenir son nouvel il domestico. C'est le terme chic que les nobles désœuvrés utilisent pour désigner les serviteurs mignons qui servent de déco. En 5 minutes, Antonio est passé de débiteur désespéré à pot de fleurs de luxe. Une ascension fulgurante, certes, mais pas vraiment dans la direction espérée. Heureusement, la gouvernante débarque et traîne la demoiselle vers ses soins de beauté ici. Même les pores de la peau ont un emploi du temps à respecter. Le majordome le gratifie d'un regard chargé d'une envie flippante en le félicitant techniquement. Antonio a maintenant le privilège d'être exploité par 2 personnes à la fois. À peine seul dans sa chambre, il s'effondre sur le lit, le moral à zéro. Soit il déniche 500 bérangs en 2 mois, soit le duc finit par s'en servir comme tapis de sol. Avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête, dormir est un luxe inabordable, et pour couronner le tout, Alejandro ne ramène toujours pas l'avance promise. C'est sa première nuit au manoir, et il étouffe déjà. Le pire, ce n'est pas l'ambiance, c'est ce bandage qui lui comprime la poitrine toute la journée pour cacher qu'elle est une femme. Persuadée que personne ne viendra la déranger à cette heure indue, elle décide de tout défaire un instant pour laisser son corps respirer. Allongée sur le lit, elle a enfin l'impression de revivre, mais ce moment de paix sera de courte durée. On frappe brusquement à la porte, et c'est la panique totale. Elle tente de se rhabiller en 4e vitesse, mais avec le stress, ses vêtements ressemblent à un puzzle monté à l'envers. La poitrine à moitié serrée et le cœur à 200 à l'heure, elle n'a pas d'autre choix que d'ouvrir. Convaincue que c'est Alejandro, elle s'apprête même à l'engueuler pour son retard, mais elle tombe nez à nez avec le duc en personne, en tenue décontractée. Klaus lui explique que son assistant était occupé et qu'il a préféré apporter l'argent lui-même. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que le gamin l'accueille en serrant un vase géant contre lui pour se cacher. C'est la tentative de camouflage la plus pathétique au monde pour masquer une chemise grande ouverte, mais selon Antonio, il était juste en train de revoir la déco à minuit. Klaus lui tend l'enveloppe contenant les 20 bérangs, et c'est la crise impossible de lâcher le vase sans griller son secret devant le patron. Antonio reste là, à souffrir en silence. Le duc l'observe avec une patience de saint et finit par lui demander pourquoi il ne pose pas cet ornement par terre une bonne fois pour toutes. Antonio insiste, prétextant qu'il n'a pas encore trouvé l'emplacement idéal, même si ses bras tremblent sous le poids. Sa fierté est plus forte que la gravité. Il préférerait se briser les côtes plutôt que d'avouer la vérité. Le duc n'a d'autre choix que de se plier à cette folie. Il dépose l'enveloppe contenant le paiement dans le vase. Antonio, de son côté, lutte pour ne pas flancher. Ce maudit truc pèse une tonne, et sa dignité, dissimulée sous ses haillons, lui semble encore plus lourde à porter. Dès que Klaus daigne enfin s'en aller, le pauvre gars s'écroule littéralement au sol. Entre l'épuisement physique et la pression constante du patron, il a l'impression que la retraite est encore à des années-lumière. Mais le repos est de courte durée. Peu après, Closet l'entraîne à une réception mondaine comme s'il était son nouveau jouet, et Roselia n'a pas d'autre choix que d'obtempérer, s'agissant d'un ordre direct de la patronne. Le voilà planté là, raide comme un piquet, pendant qu'une bande d'aristocrates le dévore des yeux entre 2 tasses de thé et 3 biscuits. Ces dames sont comme hypnotisées. Elles scrutent chaque détail de son visage, de ses cheveux verts à ses yeux, et l'une d'elles lâche même qu'il a des traits de femme. Elle n'est pas loin de la vérité, mais Closet s'empresse de vanter les mérites de son nouvel employé, prétextant qu'il a du sang bleu et que c'est de là qu'il tire sa classe.
Roselia décide alors de jouer le jeu à fond. Si ces femmes deviennent ses futures investisseuses, la comédie en vaut la chandelle. C'est alors qu'une invitée sort un accessoire étrange venu d'un autre empire, un Airbine. Antonio comprend immédiatement qu'il s'agit d'un ornement pour cheveux. Il propose alors de leur faire une petite démonstration et lui improvise une coiffure digne d'un défilé de haute couture. Le résultat est si parfait qu'elles font toute la queue en le regardant avec des cœurs dans les yeux, mais Closet, qui marque son territoire plus vite qu'un chat, exige qu'il s'occupe d'elle en priorité avant qu'on ne lui pique son prodige. Sur le chemin du retour, dans le carrosse, la patronne remarque son talent inné pour la coiffure et lui demande d'où il tient un tel doigté. Antonio prend son air de chien battu et raconte qu'il a appris en s'exerçant sur sa petite sœur, décédée récemment. Il joue la carte du mélodrame à fond pour couper court aux questions, un coup de maître pour clore le sujet, tout en jouant les frères endeuillés, ce qui est un travail à plein temps. Closet gobe l'histoire sans sourciller, touchée en plein cœur. Elle devient si sentimentale qu'elle lui propose sa propre tête comme modèle pour qu'il s'exerce quand il veut, afin de ne pas trop regretter sa sœur. Un geste de pure bonté, ou peut-être a-t-elle juste trouvé l'excuse idéale pour avoir un coiffeur de luxe gratuit. Elle se met alors à insulter les prétendus créanciers, tandis qu'Antonio ressent une pointe de culpabilité, même s'il n'a aucune intention de se priver d'un tel levier. Closet sort les grands moyens et exige de connaître le montant de la dette, persuadée que ce ne sont que des broutilles pour elle. Mais quand elle entend le chiffre de 5000 berangs, elle en a le souffle coupé. Elle reste pétrifiée, comme frappée par la foudre. Elle vient de découvrir que si l'empathie est gratuite, la solidarité, elle coûte un bras. Quel boss, cet Antonio! Il a scotché tout le monde avec sa coupe digne d'un mannequin, et puisqu'il gère de fou pour rendre les gens impeccables, montrez que vous aussi vous avez du talent en éclatant le bouton like dès maintenant. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite et dites-moi en commentaire quel autre manoir je devrais raconter. Allez, à plus. Closet lâche un long soupir, le genre qui pèse une tonne, et s'excuse platement auprès d'Antonio pour l'avarice sans nom de son frère. Le duc n'a que le mot « fric » à la bouche, c'est maladif, mais elle lui jure de veiller sur lui maintenant, qu'il est son employé personnel. Regardez-la, elle est persuadée d'être son héroïne providentielle. Ils arrivent enfin au palais, une bâtisse colossale qui transpire l'arrogance par toutes ses fenêtres, et elle l'invite déjà à dîner comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Le pauvre garçon essaie de garder les pieds sur terre en lui rappelant sa condition de domestique, mais elle n'en a que faire. Pour Closet, il reste un noble, et elle refuse catégoriquement de le laisser manger seul dans son coin. Mais alors que l'atmosphère commençait à se détendre, le glaçon de service fait son entrée. Klaus casse net l'ambiance avec sa tête de déterré qui n'a pas dormi depuis 3 piges, et sa première réaction est, sans surprise, de lui remettre sa dette sous le nez. Il lui demande froidement s'il a déjà réuni les 500 berangs en lui lançant un regard à vous glacer le sang. Le gamin n'aura vraiment pas une seconde de répit. Alors que la tension est à son comble, un domestique un peu maladroit déboule et le percute de plein fouet, lui renversant un vase entier sur le dos. Antonio se retrouve trempé de la tête aux pieds, priant pour que la terre s'ouvre sous ses pas et l'engloutisse. Au lieu de l'aider, Klaus s'approche avec ce regard de détective à qui on ne la fait pas. Et c'est là que tout part en vrille. Avec l'eau, sa chemise blanche devient transparente, révélant les bandages qu'elle utilise pour cacher qu'elle est, en réalité, une femme. Le duc tique immédiatement et pose la question qui tue, s'il n'a pas la moindre égratignure, pourquoi est-il ficelé comme une momie sous ses vêtements? C'est le trou noir. Antonio commence à suer à grosses gouttes, cherchant désespérément une excuse qui ne ressemble pas à un mensonge d'enfant de 5 ans, car il se sait acculé. Heureusement, Closet a beaucoup plus de répondants quand il s'agit de broder. Elle s'interpose et invente une histoire à dormir debout pour le sauver. Elle prétend qu'Antonio s'est bousillé le dos en la rattrapant lors d'une chute de calèche. Un coup de maître pour clouer le bec à son frère et éviter que les secrets du majordome ne soient exposés au grand jour. Klaus le dévisage d'un air sombre et même s'il flaire l'entourloupe à plein nez, décide de laisser couler pour cette fois. Notre protagoniste la voit déjà comme une déesse tombée du ciel, soulagée de ne pas finir au cachot dès son premier jour. Mais le soulagement est de courte durée, car Closet marque déjà son territoire et l'ambiance devient soudainement électrique. Ce sont 2 poids lourds qui se jaugent pour savoir qui mordra le premier, et le pauvre garçon est coincé au milieu, espérant que les dommages collatéraux de cette famille ne l'enverront pas prématurément au tapis. Décidément, c'est pas sa journée. Klaus ne perd pas une seconde et remet Antonio à sa place tant que sa dette n'est pas épongée. Son corps appartient à l'entreprise. C'est le genre de patron exemplaire qui vous donne envie de démissionner à la seconde où ils franchissent le seuil. Une fois que le duc s'éclipse avec son air hautain, Antonio peut enfin souffler. La gamine reste là, impassible, mais elle va droit au but et demande à Closet pourquoi elle l'a couvert avec cette histoire de bandage. Elle tourne un peu autour du pot avant de finir par avouer qu'elle l'a fait, simplement parce qu'elle le voyait au pied du mur. Comme quoi, l'héritière capricieuse a un cœur, finalement. Elle lui promet même de le protéger contre son frère.
un type glacial capable de vous tenir la porte juste pour mieux vous planter un couteau dans le dos. Closette change vite de sujet et le prévient de se tenir prêt, une réception est prévue dans quelques jours et sa seule mission sera de rester planté là en étant impeccable. En gros, elle veut s'en servir comme d'un accessoire de luxe assorti au rideau. Après un relooking complet, direction Algrisha. Antonio enfile des fringues civiles et un béret 3 fois trop grand pour lui, bien décidé à dénicher l'occasion qui le rendra riche. Il sait qu'un artiste de génie traîne dans le coin et compte bien lui racheter ses œuvres pour une bouchée de pain avant que le monde entier ne s'arrache ses toiles à prix d'or. Pourtant, la place est déserte. Ça sent fort la marée. Il y a bien quelques étals de légumes, mais aucune trace du moindre peintre. Il finit par demander à une marchande de primeurs si elle connaît un certain Abel. La femme voit tout de suite de qui il s'agit, mais lui annonce la mauvaise nouvelle, ça fait un bail que l'artiste n'a pas pointé le bout de son nez. Antonio ne traîne pas et file en direction de l'adresse qu'elle lui a indiquée. En arrivant, il repère les roses devant la porte. Pas de doute, c'est ici. Il frappe, plein d'espoir, mais tombe sur un type patibulaire qui a l'air de ne pas avoir dormi depuis le siècle dernier. Voici Abel Huntam, l'artiste censé devenir sa poule aux œufs d'or. Antonio jette un œil à un tableau et confirme son intuition. C'est exactement le style qu'il recherchait. Le jeune homme tente de se présenter avec son plus beau sourire, mais le gars n'est pas d'humeur à papoter et lui claque la porte au nez avant même qu'il ait fini sa phrase. Un vrai charmeur. Pendant qu'Antonio reste planté là à accuser le coup, il remarque une gamine blonde qui l'observe en douce depuis l'ombre. Il essaie de faire le sympa pour soutirer des infos, mais elle ne se laisse pas faire et lui sort le grand classique « On ne parle pas aux inconnus ». C'est là qu'Antonio réalise un truc maintenant qu'il est un homme adulte, rester à épier une fillette devant chez elle est le meilleur moyen de finir au poste. Avant de partir, il remarque que la maison tombe en ruine et que la petite a l'air négligée, le génie de la peinture semble plus proche de la misère noire que de la gloire. Pendant ce temps, le duc Klaus arrive à Algrisha accompagné de son assistant, Alejandro. Le type n'est pas là pour faire du tourisme, il veut fonder une école pour les roturiers et s'assurer le monopole stratégique du secteur avant la concurrence. Quand Alejandro s'étonne de son sens des affaires, Klaus le rembarre avec son arrogance habituelle. Fidèle à lui-même, il lui rappelle qu'il a toujours été le major de sa promo et que sa vision des choses est d'un autre niveau. C'est le genre de génie qui a réponse à tout, sauf au fait que personne ne peut le piffrer. L'ego gonflé à bloc, il se dirige vers le marché pour tâter le terrain. Se pointer chez un paranoïaque déguisé en majordome n'était franchement pas l'idée du siècle. Antonio a vite compris qu'il devait paraître totalement inoffensif, alors il a dégainé la perruque et la robe de dame. On ne rigole pas avec les affaires, le voilà prêt à entrer en scène. Pendant ce temps, Abel est fidèle à lui-même, en train de s'enfiler bouteille sur bouteille dans un taudis qui lui sert de maison. Près de la fenêtre, la petite Erling scrute l'horizon quand, soudain, elle aperçoit une silhouette blonde traverser les champs. Dans son esprit d'enfant, elle s'imagine que sa mère est enfin de retour. Elle se rue dehors en hurlant, flanquant une frousse bleue à Abel qui manque de s'étouffer avec sa gnôle. Antonio, empêtré dans ses jupons, ne comprend pas ce qui lui arrive quand la gamine se jette sur lui en s'agrippant à ses vêtements. Abel déboule derrière elle, essoufflé, pour lui mettre les poings sur les i, cette femme n'est pas sa mère. Le pauvre type traîne un deuil insurmontable depuis la mort de sa femme, et la petite refuse toujours de voir la réalité en face. Abel projette sa propre détresse sur la première blonde venue, mais la gamine est plus observatrice qu'il n'y paraît. Elle dévisage l'inconnu et finit par tiquer sa maman, avait les yeux bleus, alors que ceux d'Antonio affichent un vert qui ne trompe personne. C'est la douche froide. Le miracle n'aura pas lieu. L'ambiance devient pesante quand la petite demande, la gorge nouée, quand sa mère reviendra. Abel la prend dans ses bras pour tenter de gérer la crise loin des regards, et Antonio en profite pour lancer son hameçon. Il prétend être là pour acheter une toile. L'artiste bugue un instant. Qu'est-ce qu'une femme de ce rang viendrait foutre dans un quartier où l'espoir a crevé depuis des lustres finalement? Abel l'invite à entrer pour discuter un peu, tout en lui servant un thé dans une bicoque qui mériterait d'être rasée par les services d'hygiène. Il s'excuse pour le bordel ambiant, mais Antonio n'en a cure. Il est là pour le business, et l'odeur du thé a au moins le mérite de masquer celle de l'humidité rance. Tout en sirotant sa tasse, il se retrouve comme hypnotisé par un tableau au mur. Abel remarque son intérêt et lui demande si l'œuvre lui plaît, une perche qu'Antonio saisit immédiatement pour tâter le terrain, concernant son autre lui. Le peintre ne se doute pas une seconde que le prétendu frère est assis juste en face de lui, en robe de soirée. Il confirme leur lien de parenté. Au grand soulagement d'Antonio, si le type avait fait le rapprochement, l'affaire tombait à l'eau. L'artiste finit par se confier. Depuis la mort de sa femme, il s'est enterré vivant dans ce trou à rats. Il ne peint plus, ne sort plus, et passe son temps à noyer son chagrin. En observant la petite Erline, Antonio réalise qu'elle est la véritable victime de ce naufrage. Le deuil d'Abel n'est que pur égoïsme, la gamine grandit au milieu des cadavres de bouteilles pendant que son père se regarde de nombril.
mais la rencontre finit par payer Abel se décide enfin à lui vendre le tableau. Il a compris qu'il était resté prisonnier de cette toile bien trop longtemps et qu'il est grand temps de remonter la pente, ne serait-ce que pour offrir des vêtements décents à sa fille. Il remercie chaleureusement Antonio et la grande dame de lui avoir ouvert les yeux, sans se douter qu'ils ne font qu'un. Antonio lui assure que son talent sera bientôt reconnu de tous. Il lui prédit son avenir avec l'assurance de celui qui connaît déjà la fin de l'histoire. Ce type est un génie, il lui fallait juste un coup de pied au cul pour arrêter de faire pitié et commencer à palper. Il repart tout guilleret, son tableau sous le bras, se sentant comme le roi des investisseurs. Mais le karma l'attend au tournant. Trop distrait par sa réussite, il percute violemment quelqu'un en plein milieu de la rue et finit par s'étaler de tout son long. Manque de bol, l'obstacle en question n'est autre que le duc Klaus en personne, accompagné de toute sa suite. Le regard du duc ne laisse rien passer. Antonio se décompose, se demandant ce que son patron fabrique ici alors qu'il est censé être au boulot. C'est ce qu'on appelle une fin de journée bien foireuse. Et voilà Roselia, qui vient de se payer le choc de sa vie en percutant de plein fouet le duc Klaus en personne. Le type dégage cette assurance aristocratique de celui qui ne demande jamais la permission d'exister, et il lui demande si tout va bien. Mais elle est à 2 doigts de la crise de nerfs. Elle se cache derrière le tableau qu'elle vient d'acheter, comme si c'était un bouclier pour qu'il ne voit pas son visage. « Pourquoi tu te caches ?» demande Klaus. Sauf que la pauvre ne réfléchit plus, elle hurle qu'elle pète la forme et détale comme si elle avait la mafia aux trousses. L'assistant du duc se demande comment on peut avoir l'aérodynamisme d'un missile avec une robe pareille, mais pour Klaus, il y a un truc qui cloche ce regard, lui a rappelé quelqu'un qui techniquement devrait déjà être entre 4 planches. De retour au manoir, Roselia enfile son costume d'Antonio et essaie de faire comme si son cœur n'était pas sur le point de lui sortir de la poitrine. Elle soupire de soulagement en se disant que son identité secrète est toujours sauve, jusqu'à ce que le duc surgisse juste derrière elle. « Tu as besoin de quelque chose, lui » lâche-t-il de sa voix de croque-mort. Antonio sursaute comme s'il venait de prendre un coup de jus et jure qu'il n'a rien de spécial à lui dire, mais le duc l'invite dans son bureau avec une délicatesse qui ressemble étrangement à une condamnation. Une fois enfermé, Klaus va droit au but et l'interroge sur sa sœur Roselia, celle qui est censée être morte. Il raconte qu'il a croisé aujourd'hui une blonde qui est le portrait craché d'Antonio, avec quelques traits, disons, nettement plus frappants. L'ambiance devient pesante quand le duc s'approche si près qu'il pourrait lui compter les pores de la peau et commence à chercher ce parfum qui ne lui sort pas de la tête. C'est la même fragrance que celle laissée par la fille au tableau. Klaus le dévisage comme on examine un insecte avant de l'écraser et le prévient qu'il ferait mieux de ne pas jouer avec sa patience. « Dis-moi la vérité. Ta sœur est vraiment morte ou tu te fous de moi ?» balance-t-il sans détour. Antonio reste muet, voyant son petit théâtre s'effondrer en temps réel. Il sait que Klaus a un cœur de pierre, que c'est un homme qui par le passé s'est servi de la vraie Roselia avant de s'en débarrasser dès qu'elle a cessé de lui être utile. C'est que le duc est le maître le plus attentionné du royaume, le seul capable de vous demander comment vous allez tout en creusant votre tombe, juste pour être sûr que vous ne salirez pas ses bottes avec vos derniers mots. Se sentant au pied du mur, Antonio sort de sa manche le cou des frères et sœurs de parents différents. Il lui assure sans ciller que Roselia et lui sont liés par le sang, mais qu'ils n'ont aucun lien de parenté réel avec le duc, que leurs familles ne se sont unies que par le mariage de leurs parents quand ils étaient petits. C'est l'excuse parfaite pour expliquer pourquoi il ne lui ressemble absolument pas. Le duc n'a d'autre choix que d'accepter la réponse, il s'excuse avec sa froideur habituelle et le laisse repartir. Le voilà qui reste seul, à ruminer ses soupçons et à mettre sa nervosité sur le compte du parfum de la fille. C'est quand même plus digne de blâmer une fragrance que d'admettre que cette gamine a réussi à le chambouler. De l'autre côté de la porte, la pression retombe pour Roselia, qui manque de s'étaler par terre tellement ses jambes sont devenues du chewing-gum. Elle se réjouit que son plan pour simuler sa mort ait fonctionné à merveille, même si elle a failli y laisser son cœur, et maintenant, il ne lui reste plus qu'à transformer ce tableau en cache. Une fois dans le carrosse, Antonio est si pâle à cause du stress que ça se voit à des kilomètres. La demoiselle aux cheveux d'argent remarque qu'il est totalement perdu dans ses pensées et propose de lui donner un coup de main, mais lui ne pense qu'à une chose: comment approcher la princesse pour éponger ses dettes. Par chance, son objectif est à portée de main, il se dirige droit vers une réception dans la demeure de la famille de la princesse, l'endroit rêvé pour conclure l'affaire. Dans les jardins royaux, tout le monde tombe sous le charme du talent d'Antonio. Ikelia n'en revient pas de voir à quel point ce type est doué de ses mains, sans compter qu'il a un charisme de dingue. Mais comme toujours, il y en a une qui vient gâcher la fête Juside de Belmont, qui débarque avec un air d'une arrogance absolue. Elle commence direct à descendre Antonio, balançant qu'un homme devrait être plus viril et qu'il a l'air bien trop frêle pour ce poste. À l'écouter, il se briserait au moindre contact. La pauvre, elle n'a aucune idée de qui elle essaie de chercher.
Sauf qu'Antonio connaît la musique. Il décide de sortir la psychologie de comptoir pour dompter la bête. Il sait bien que derrière ces grands airs se cache une fille en manque d'attention. Il s'approche d'elle avec un aplomb presque effrayant. D'un geste de maître, il lui propose de s'occuper de ses cheveux, lui assurant qu'un chignon mettrait bien mieux son visage en valeur. La demoiselle se retrouve désarmée et devient rouge comme une pivoine en 2 secondes chrono. Finalement, même la plus insupportable des pestes finit par capituler dès que le majordome pose un doigt sur elle. Pendant qu'Antonio fait des miracles avec sa coiffure, Closet en profite pour amener le sujet de la princesse héritière. Apparemment, Sa Majesté s'est découvert une passion pour l'art, mais elle n'a pas encore trouvé de tableau qui la fasse vibrer. Antonio connaît justement une œuvre qui pourrait être exactement ce qu'elle recherche. C'est l'excuse parfaite pour proposer de lui montrer une toile et s'infiltrer enfin dans le cercle très fermé de la royauté. Le plan fonctionne à merveille. Après 3 ans coincé dans ce corps, Antonio pose enfin le pied au palais impérial. Il parcourt les couloirs luxueux, le tableau sous le bras et les nerfs à vif, sachant pertinemment que la protagoniste de cette histoire se trouve juste derrière cette porte. En entrant, il tombe nez à nez avec Ivelion de Luc Belzet, l'héroïne de ce monde, dans toute sa splendeur. Antonio est tellement ébloui qu'il se fend d'une révérence si exagérée qu'il manque de se plier en deux. Intérieurement, il hurle comme un fan au premier rang. Il a la princesse juste devant lui, Ivelion, l'accueille avec une élégance intimidante et l'invite à relever la tête, précisant que Closet fait partie de la famille à ses yeux. Curieuse de voir ce fameux tableau dont elle a tant entendu parler, elle attend qu'il lui remette l'œuvre, ce qu'il fait avec plus de précaution que s'il manipulait une bombe. Un silence éternel s'installe pendant qu'elle analyse la toile, et Antonio commence à transpirer à grosses gouttes, se demandant s'il va finir au cachot pour faute de goût. Heureusement pour lui, le verdict tombe, et c'est un succès total. La patronne trouve que la peinture dégage une chaleur incroyable et qu'elle peut presque ressentir les émotions du modèle. Le jeune homme en profite pour attribuer tout le mérite à l'artiste, passant pour un vrai pro aux yeux de la princesse. C'est alors qu'Ivelion se confie cloîtrée au palais. Elle ne peut pas courir les galeries pour dénicher des perles rares. Elle demande donc à Antonio de devenir son chercheur de trésors personnels. Évidemment, elle promet une rémunération à la hauteur, ce qui est une douce mélodie pour les oreilles d'un héros qui doit encore de l'argent à la terre entière. Ivelion signe le paiement sur le champ et on le lui apporte sur un plateau d'argent. En découvrant le montant, Antonio manque de s'étouffer 1000 pièces, soit exactement le double de ce qu'il espérait. La princesse précise que le surplus est un pourboire pour lui et un mécénat pour l'artiste. Antonio commence déjà à faire ses comptes pour voir ce qu'il lui restera une fois ses dettes payées, mais la joie est de courte durée quand la porte s'ouvre avec fracas. C'est le prince héritier, Esteban Vandeloup, qui entre avec une aura si pesante qu'elle refroidit instantanément l'atmosphère. Le genre de blond aux yeux d'or qui a l'air prêt à vous faire exécuter si vous le regardez de travers. Antonio le reconnaît immédiatement, c'est le psychopathe de l'histoire originale, celui qui est censé faire vivre un enfer à l'héroïne. Le type entre en crachant son venin, accusant la princesse de comploter contre la couronne. Autant dire que l'ambiance vient de devenir électrique. Klaus et la princesse étaient comme les 2 doigts de la main depuis leur plus tendre enfance. Mais tout a basculé le jour où le prince héritier a décidé de venir mettre son grain de sel. Ils sont passés d'une amitié fusionnelle à une guerre ouverte où les insultes fusent au moindre regard. Aujourd'hui, Esteban est en pleine paranoïa, persuadé que sa sœur et le duc complotent dans son dos. Il ne fait confiance à personne et s'imagine que toute la noblesse veut sa tête, un vrai psychopathe qui se fait ses propres films. Antonio observe la scène de loin et il sent déjà que ça va mal finir. Il reconnaît ce moment précis où les non-dits s'accumulent et où l'on sait que tout va imploser d'une seconde à l'autre. Et pour couronner le tout, Klaus débarque pile quand la tension est à son comble. Le duc prend immédiatement la défense de la princesse, ce qui ravit Esteban. Le blond est dans son élément dès qu'il peut jouer les méchants de service, savourant le spectacle de leurs épanchements sentimentaux, alors qu'il ne rêve que d'une chose, voir le monde s'embraser. Antonio, lui, est au bord de la crise de nerfs et prie pour qu'il cesse de s'étriper devant lui. Finalement, Ivelion finit par perdre patience et sort son ultime atout. Soit il arrête son petit manège, soit elle le plante pour le prochain sommet diplomatique, et il devra se démerder seul. Le prince finit par s'écraser, conscient qu'il est incapable de gérer quoi que ce soit sans elle, mais il part en lançant une menace très claire à la famille de Klaus. À peine Esteban a-t-il tourné les talons que le duc tente de jouer les chevaliers servants, mais la princesse lui met un vent mémorable en lui rappelant sèchement que ses histoires de famille ne regardent qu'elle. Antonio respire enfin, même s'il sait qu'il doit rester sur ses gardes pour que personne ne devine qu'elle l'utilise comme couverture pour sa collection de peintures. Il profite du chaos pour s'éclipser avant qu'on ne le remarque, insultant le prince à mi-voix pour l'avoir traité comme un moins que rien. Mais il n'a pas fait 2 pas, qu'il sent une main lourde se poser sur son épaule. Le prince n'a pas l'intention de le lâcher si facilement. Antonio tente de l'amadouer à coups de flatterie,
Mais on ne la fait pas à Esteban pour lui. Antonio n'est que le toutou de Klaus et il compte bien lui tirer les vers du nez. Il le traîne de force dans un coin reculé du jardin, comme s'il portait un vulgaire sac de patates et le plaque violemment contre le mur. Le pauvre gamin est mort de trouille. Le prince va droit au but, il est convaincu que le duc l'a envoyé pour l'espionner. Il lui promet de lui laisser la vie sauve s'il passe à table immédiatement, et voyant que le gamin reste muet, Esteban sort l'artillerie lourde de son portefeuille. Il lui propose de tripler son salaire pour trahir son patron. Une offre en or dont Antonio ne profiterait que 5 secondes avant que les gardes du duc ne retrouvent son cadavre dans un fossé. Sachant qu'accepter cet argent revient à signer son arrêt de mort, Antonio s'accroche à son rôle de simple coursier inoffensif. Il jure qu'il n'est là que pour livrer un paquet, mais le prince commence à avoir des doutes. Esteban lui saisit le poignet et se fige en sentant la finesse de ses os, sa carrure est bien trop frêle pour un simple employé. Comme s'il venait de percer un secret d'État, il le fixe intensément et exige de connaître son vrai nom. Cette fois, Antonio est au pied du mur. Le souvenir de la guillotine la hante encore, une image sanglante qui lui grave les yeux et l'empêche de fermer l'œil. Dans sa vie d'avant, elle s'est fait coincer comme un bleu pour une vulgaire fuite d'infos. Le prince Esteban, avec sa gueule d'ange mais son cœur de boucher, n'avait pas eu l'ombre d'une hésitation. Roselia a dû dire adieu à sa tête devant une garde impassible, victime d'un arrêt de mort signé sans sourciller. La pauvre n'a vraiment pas eu de bol sur ce coup-là. Mais retour au présent, on est en plein milieu du jardin, et ce blondinet décoloré continue de la cuisiner avec ses soupçons. Antonio lui sort ses plus beaux bobards en essayant de rester de marbre, alors même que le prince fait fi du protocole et s'approche beaucoup trop près. Antonio finit par s'éclipser en se jurant que, cette fois, sa tête ne finira pas dans un panier d'osier. Esteban ricane, persuadé que ce corps est bien trop frêle pour être celui d'un homme. Il a peut-être un venin de serpent, mais son œil de lynx est terrifiant. Il file direct au manoir du duc Balthazar pour solder ses comptes et balance les 1000 pièces d'or sur le bureau, comme s'il n'en avait plus rien à carrer. Il joue les durs malgré la sueur froide qu'il vient de se payer, mais Klaus ne gobe rien. Le duc est d'une humeur de chien et le prévient pas question d'impliquer la princesse dans ses magouilles, comme s'il s'était soudainement improvisé son garde du corps attitré. La tension grimpe d'un cran et Klaus finit par craquer. Il le chope violemment par le col, mais Antonio ne sait même pas. Il sait qu'au fond, tout ce qui intéresse le duc, c'est de récupérer son fric. Point barre. Ce que Klaus ignore, c'est que Roselia a une mémoire d'éléphant. Elle sait qu'elle a devant elle le type qui, dans son autre vie, l'a laissé crever pour sauver ses propres fesses. Un chevalier si exemplaire qu'il a préféré regarder le couperet tomber plutôt que de lever le petit doigt et risquer sa peau. Une sacrée belle ordure, ce duc. Pour Roselia, son sort est déjà scellé. Elle sait que ce type finira mal à cause de son obsession maladive pour la princesse. Elle rira bien quand ça arrivera, parce qu'il l'aura cherché. Mais en attendant, elle doit continuer à jouer les Antonio et faire son boulot. La voilà en train de choisir des masques pour le prochain événement. Elle essaie un modèle bleu ciel qui ne lui revient pas du tout. Sa compagne remarque direct sa tête d'enterrement. Elle lui sort qu'il ressemble à un jeune père de famille croulant sous les dettes. Et elle n'est pas loin de la vérité. Roselia se dit que la gamine a un flair pour les secrets qui devient flippant. Elle veut absolument savoir ce que Klaus lui a encore raconté pour le mettre dans cet état, car tout le monde sait que le duc devient imbuvable dès qu'on touche au sujet de la princesse. Antonio tente de noyer le poisson, mais elle a déjà une autre idée derrière la tête. Elle lui plaque un masque violet sur le visage qui lui va à ravir, et c'est là qu'elle lâche la bombe qu'Antonio redoutait le plus. Elles veulent le voir habillé en femme. Le pauvre essaie de résister comme il peut, mais il est tombé sur une fille qui ne connaît pas le mot « non ». Le genre de personne qui t'impose sa volonté avec un grand sourire jusqu'à ce que tu finisses avec une perruque et un corset dans une cabine. Acculé, Antonio finit par capituler et part se changer. En un instant, le majordome aux cernes marquées s'est métamorphosé en une beauté renversante, le genre de femme qui vous fait oublier jusqu'à votre propre nom. C'est là que tout bascule. Quand Roselia sort de la cabine dans sa robe rose, les cheveux au vent et le visage masqué, le silence se fait total. Ce qui n'est qu'un simple déguisement pour les autres est, pour Roselia, un retour à sa vraie nature, même pour un court instant. Elle ne se doute pas qu'en jouant à la poupée, elles viennent de découvrir le véritable visage de leur majordome préféré. Quelle métamorphose de dingue! Tout comme notre héroïne a trouvé le masque idéal pour révéler son vrai visage, à vous de trouver ce bouton like qui vous va si bien. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain chapitre et dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite. Allez, à plus!